Bon, je voulais tout d'abord remercier les élèves du collège du Beffroi et leurs correspondants allemands qui nous ont permis d'avoir une cérémonie vraiment très émouvante. Je pense que tout le monde a pu apprécier leurs prestations et c'est aussi grâce, et je les en remercie, à Madame Salcedo, qui est la principale du collège, que j'ai aperçue quelque part ici, qui est là, et aux différents professeurs, notamment Mesdames Isabelle Tamizier, Madame Bonnet, Madame Loriol, qui sont professeurs de français, Madame Journeau, qui est professeure d'allemand, et responsable de l'échange avec Mulder, j'espère que je prononce bien, les deux professeurs allemands qui accompagnent les jeunes collégiens allemands, et les élèves des classes de 3e 6, 3e 7 qui ont accepté de travailler et participer à ce devoir de mémoire. Merci encore à eux et félicitations, je crois qu'on peut les applaudir. Mesdames et messieurs, les événements qui nous réunissent ce jour ont eu lieu il y a 100 ans. L'espace d'une vie nous sépare de ce jour d'automne où, dans la forêt de Compiègne, la fin des combats est signée entre les belligérants principaux de cette première guerre mondiale, l'Allemagne et la France. Pour la France, un simple chiffre, 27% des hommes entre 18 et 27 ans sont morts. C'est-à-dire si peu de familles françaises ont été épargnées par ces 4 années. Nous sommes la dernière génération à avoir entendu le récit de cette guerre par ceux qui l'ont fait. Que signifiera-t-elle dans 50 ans? À l'aube du siècle prochain, il faut s'interroger clairement et sans tabou sur la valeur, l'utilité de la symbolique de ce jour sans école pour les enfants. La réponse est assez simple. Montrer ce que les citoyens ont pu faire pour conserver leurs institutions, leurs coutumes, leurs lois. Montrer que pour cela, des millions de petits qui subissent l'histoire à chaque fois qu'ils la font ont été au bout de la souffrance, au bout du courage, au bout du sacrifice. Commémorer, c'est faire de l'éducation civique, de la pédagogie citoyenne. La France n'est rien sans ce que les Français ont en commun. L'histoire d'un pays, c'est le ciment de son unité. Et la guerre de 14-18 est l'instant le plus fort de l'unité d'un peuple qui, le passé le prouve, divise assez complaisamment. Durant ces 4 années, les Français se sont appliqués à rester unis. C'est pourquoi ce jour est le nouveau d'une victoire. Jamais les divers groupes qui forment ce qu'on appelle les Français n'ont autant essayé d'oublier les raisons qui, depuis des siècles, les poussaient à la dissidence, à la division, à la rancune. C'est une autre chose qu'il convient de célébrer le 11 novembre. C'est la fête de la France unie, la fête de la volonté d'un peuple de résister, la fête des hommes qui se battent pendant que leurs femmes font tourner les usines, la fête de chaque famille amputée d'un ou plusieurs de ses membres pour la liberté de demain, c'est-à-dire notre liberté d'aujourd'hui. Le 11 novembre, enfin, c'est le souvenir de l'immense souffrance de nos grands-parents qu'on a envoyés par milliers conquérir des morceaux de collines, des bouts de paysages, des lopins de terre éventrés. Pour pas grand-chose, et parfois pour rien, au nom d'une gloire que chaque communiqué des états-majors se doit d'utiliser. Comment ne pas évoquer Verdun, bataille sans réelle portée stratégique, mais qui fut la plus gourmande en hommes de toutes celles de l'histoire. Qu'est-ce qu'une victoire lorsqu'elle se solde par la mort de 360 000 de nos compatriotes? La Première Guerre mondiale, c'est l'histoire d'une des plus grandes souffrances humaines, et c'est au nom de l'homme, de tous les hommes, qu'il s'agit, par simple amour de la vie, d'en garder la mémoire. Tous les ans, un jour n'est pas de trop pour faire vivre un souvenir comme celui-là. Merci. L'armistice signé le 11 novembre 1918 à 11h, dans une clairière de la forêt de Compiègne, marque l'arrêt des combats, mais c'est le traité de paix de Versailles, signé avec l'Allemagne, qui mettra officiellement fin aux hostilités le 28 juin 1919. La remarquable exposition Soldats de pierre, inaugurée hier en mairie de Billon, nous propose, entre autres, une riche bibliographie de romans récents sur la réalité de la guerre et son horreur, comme ont pu le faire avant eux des grands classiques français et allemands, que sont ceux de 14 de Maurice Genevoix, Le feu d'Henri Barbusse, Les croix de bois de Roland d'Orgelès, sans oublier À l'ouest rien de nouveau d'Erich Maria Remarque ou Orage d'acier d'Ernst Junger. Car ce sont bien les artistes et les romanciers qui nous le disent, nous ne sommes pas tout à fait sortis de cette guerre-là. En 1939, Jean Giono écrivait « Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais,
Je passe des fois 2 jours ou 3 sans y penser, et brusquement je la revois. Je la sens, je l'entends, je la subis encore, et j'ai peur. Ce soir est la fin d'un beau jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse, on va couper les blés. L'air, le ciel, la terre sont immobiles et calmes. 20 ans ont passé, et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. 5 ans, jour pour jour, avant le traité de Versailles, le 28 juin 1914, l'attentat de Sarajevo coûtait la vie à l'archiduc héritier du trône d'Autriche-Hongrie et à son épouse. Comme nous l'avons tous appris à l'école, c'est cet attentat qui aurait, en déclenchant un jeu d'alliance, provoqué la Grande Guerre. D'un côté, la triple entente, France, Royaume-Uni, Russie et leurs alliés serbes, belges, roumains et grecs. De l'autre, la triple alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, et à partir d'octobre 14, l'Empire ottoman. Mais ce jeu d'alliance correspond en fait à de puissantes logiques d'intérêt. Les rivalités coloniales représentent l'un des principaux motifs de tension entre, d'un côté, la France et le Royaume-Uni, tous les deux à la tête de vastes empires, et de l'autre, l'Allemagne, qui se trouve lésée dans ce partage impérialiste du monde. Déjà implantée en Afrique orientale, notamment au Togo, au Cameroun, au Rwanda-Burundi, Berlin convoite alors l'Afrique du Nord et le centre du continent africain pour agrandir son empire. De plus, à la suite des guerres dans les Balkans, en 1912 et 1913, les possessions de l'Empire ottoman en Europe sont partagées entre la Bulgarie, la Grèce, le Monténégro, la Roumanie et la Serbie, petits pays alliés de la Russie, de la France et du Royaume-Uni, menaçant ainsi les intérêts économiques de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, qui commercent avec l'Empire ottoman. Mais cette prétention impérialiste des États européens à vouloir occuper tous les espaces terrestres et maritimes connus et organiser entre eux la compétition, quitte à aller jusqu'à la guerre pour en être la puissance dominante, n'explique pas tout, car le déclenchement de la guerre correspond aussi à des logiques sociales internes à chaque nation. Aux yeux des classes dirigeantes, notamment aristocratiques et terriennes en Allemagne et Autriche-Hongrie, bourgeoises, industrielles, commerciales ou financières en France et au Royaume-Uni, l'idéologie qui pousse les empires à s'étendre et le nationalisme sont des ciments permettant de ressouder une unité sociale fissurée par les progrès de la démocratie, la montée du socialisme et les soubresauts sociaux. Le nationalisme, hier comme aujourd'hui, a pour lui en effet d'être simple, voire simpliste, partagé par différentes classes sociales et chargé d'affectivité. L'Internationale socialiste, lors de ses congrès de 1907 et 1912 notamment, avait adopté des textes de résolution mettant en garde contre la guerre et la nécessité de s'opposer à celle-ci. En 1912, le congrès de Stuttgart adopte un manifeste où il est écrit, entre autres, « Les travailleurs considèrent comme un crime de tirer les uns sur les autres pour le profit de capitalistes ou l'orgueil des dynasties ou les combinaisons des traités secrets. Élevez de toutes vos forces votre protestation unanime, opposez ainsi au monde capitaliste de l'exploitation et du meurtre les masses du monde prolétarien de la paix et de l'union entre les peuples. » Malheureusement, durant l'été 14, à une vitesse saisissante, ces positions internationalistes seront vidées de leur sens et trahies avant que les représentants du SPD en Allemagne et de la SFIO en France ne votent les crédits de guerre et ne s'intègrent à l'Union sacrée en France et à la Burgfriede, son équivalent allemand. Le 31 juillet, Jean Jaurès est assassiné. Le 1er août, c'est la mobilisation générale. Le 3 août, le début de la guerre. Le 4 août, les députés de la SFIO votent les crédits de guerre et entrent dans le gouvernement de l'Union sacrée. L'enfer commence et va durer 4 ans. Le socialisme aurait ainsi pu être une alternative, mais l'international socialiste n'aura pas été capable d'enrayer la marche à la guerre et ne s'en remettra jamais. Ce sont des millions de travailleurs, de paysans, d'instituteurs, d'artisans, que, de chaque côté du Rhin, on arrache à leur famille pour en faire de la chair à canon. Ils vont être confrontés aux conditions de survie effroyables que l'on connaît. Mais ce 11 novembre 1918 ne marque pas la fin de la guerre, car on se bat encore jusqu'en 1923 sur 27 théâtres d'opération. La guerre continue à l'Est, l'offensive russe contre les pays baltes est contenue par une alliance éphémère entre l'Allemagne et la Lettonie, épaulée par les volontaires des corps francs allemands, soldats perdus, qui, revenus en Allemagne, joueront un rôle actif dans la montée du nazisme. Dès 1919, les Irlandais, les Indiens et les Coréens se soulèvent pour conquérir leur indépendance. L'Allemagne est incontestablement défaite.
Mais comme elle a échappé à une invasion de son territoire avant la signature de l'armistice, l'armée allemande revient à Berlin prétendument invaincue. C'est à partir de ce moment que, répandue par des politiques et militaires allemands, naîtra la légende du coup de poignard dans le dos, selon laquelle l'armée allemande ne se serait pas effondrée sur les champs de bataille, mais aurait été trahie par les civils, notamment les juifs et les militants d'extrême gauche, l'obligeant ainsi à accepter l'armistice. Cette légende s'enracine alors dans l'opinion publique et devient l'un des terreaux fertiles pour le nazisme. Dans les pays victorieux, sortir de la guerre prendra beaucoup de temps. En France, pays envahi, occupé et partiellement détruit, il faudra une bonne dizaine d'années pour que la plupart des habitations soient relevées de leurs ruines et de nombreuses zones seront jugées inconstructibles. Mais les traces de la guerre seront également visibles de nombreuses années dans les hôpitaux, dans les foyers endeuillés, avec 600 000 veuves et 800 000 orphelins. Quant aux soldats revenus des champs de bataille, 2 millions souffrent d'une invalidité d'au moins 10%, 300 000 sont mutilés et environ 15 000 sont gravement blessés au visage, les gueules cassées. Combien souffriront toute leur vie de troubles psychiques, leurs nuits traversées de cauchemars terribles, eux dont l'esprit fut bouleversé, voire détruit par l'expérience atroce des combats et la vie cruelle dans les tranchées. Aucune statistique fiable n'a été établie en France concernant les soldats passés par les services de psychiatrie des armées ou dans les asiles. À partir de 1919, une pension pourrait être accordée aux anciens combattants internés, mais il faudra attendre 1992 pour que le lien entre l'expérience combattante et les blessures psychologiques, qu'on appelle maintenant stress post-traumatique, soit clairement établi et que nombre de ces blessés psychiques ne soient plus considérés comme des simulateurs, comme certains médecins militaires de l'époque ont voulu le faire croire. La violence de la guerre, et plus encore le bouleversement des frontières, jette sur les routes ou dans les camps des millions de réfugiés. Les guerres actuelles sont d'une autre nature, mais les morts sont toujours des morts, qu'ils périssent dans les tranchées ou engloutis dans la Méditerranée, par dizaines de milliers en quelques heures ou par dizaines chaque jour pendant des années, qu'ils soient érythréens ou kurdes, plutôt que français ou allemands. Et les réfugiés de guerre sont toujours des réfugiés, qu'ils soient syriens, soudanais ou congolais, plutôt que belges ou luxembourgeois. On invente de nos jours des armes de plus en plus meurtrières et sophistiquées qui perpétuent les boucheries d'antan, et, tout en versant des larmes à Verdun, on signe des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite, qui est en train d'exterminer des centaines de milliers de Yéménites. Pour l'ensemble des pays ayant pris part au conflit, cette guerre a causé 28 880 morts par jour durant ces 4 années. Pour la France et ses colonies, plus de 1 400 000. Pour l'Allemagne, 2 millions de morts. Au total, ce sera plus de 10 millions de soldats qui auront trouvé la mort. Comment, lorsque l'on passe devant un monument aux morts, ne pas s'arrêter et lire avec respect et émotion les noms et les âges de ceux qui sont tombés? Comment ne pas penser à ces hommes dont des centaines de milliers furent victimes de l'incurie et de l'arrogance des états-majors? Joffre, dont le principe de l'attaque à outrance au début des combats en Moselle fera parmi les soldats français près de 370 000 morts pour le seul mois d'août 14, dont 27 000 morts pour la seule journée du 22 août. Nivelle, dont l'incompétence conduira à l'offensive du chemin des Dames sur le plateau de Craonne. En 2 mois, d'avril à juin 1917, les morts et disparus sont estimés à plus de 270 000 soldats français. Mangin, le boucher de Verdun, connu pour son racisme, qui engagera en avril 1917 des troupes de tirailleurs sénégalais non préparés au froid, sous la neige et la mitraille au chemin des Dames. Comment ne pas penser à ceux qui furent condamnés dans des parodies de justice par des conseils de guerre spéciaux institués par Joffre et fusillés pour l'exemple ou déportés dans les bagnes d'Afrique du Nord où la plupart périrent. Les 2/3 des victimes des conseils de guerre seront exécutées entre 1914 et 1915 sous son commandement, alors que les grandes mutineries ont lieu en mai-juin 1917. Ces fusillés pour l'exemple, souvent tirés au sort ou désignés par leurs supérieurs, seront 206 en 1914, 296 en 1915, 136 en 1916, 89 en 1917 et 14 en 1918. Les 6 fusillés pour l'exemple du Puy-de-Dôme ont pour nom Gabriel Carton de Chabreloche, fusillé à 35 ans le 5 septembre 1915 à Jouy-sous-les-Côtes dans la Meuse. Henri-Louis Chassaigne de Marsac, fusillé à 39 ans le 30 juillet 1915 à Artennes dans l'Aisne. Jean-Marie Genillet de Sermentizon, fusillé à 33 ans le 9 septembre 1914 à La Haye dans les Vosges. Jean Garret de Nonant, fusillé ou tué par la police à 29 ans
le 17 octobre 1917 à Clermont-Ferrand. Eugène Simonet de Palières, fusillé à 47 ans à la Chalade dans la Meuse. Joseph Dauphin de Tauves, fusillé à 35 ans le 12 juin 1917 à Ventelay dans l'Aisne. Son ami de Tauves, François Brugière, désigné pour faire partie du peloton d'exécution, refusera de tirer sur lui. Il sera condamné à 10 ans de bagne en Algérie, où il mourra d'épuisement 8 mois plus tard. En ce jour particulier, nous nous souvenons aussi du courage des femmes qui ont remplacé les hommes partis au front, paysannes qui, les premières, ont été sollicitées, achevant les moissons et entamant les travaux de l'automne. Les chevaux sont réquisitionnés pour le front, elles se mettent parfois à plusieurs pour tirer les charrues. Les ouvrières, quant à elles, avec courage, passent de la confection à l'armement, travaillent plus de 10 heures par jour dans de mauvaises conditions, l'insalubrité et les produits toxiques. À la fin de la guerre, reste un deuil de masse inédit. Les cimetières militaires à perte de vue, les ossuaires où s'enchevêtrent pêle-mêle, vainqueurs et vaincus. Rares sont les familles françaises ou allemandes, nos familles, qui n'ont pas été endeuillées ou meurtries par cette boucherie que fut la Grande Guerre. Deuil sans fin, qui explique 100 ans plus tard notre présence en ce jour, mais aussi notre volonté de témoigner que nous faisons nôtre la devise inscrite sur le monument aux morts d'Équeurdreville-Henneville dans la Manche, que maudite soit la guerre. En terminant mon propos, je tiens à remercier tous les collégiennes et collégiens allemands et français, ainsi que leurs enseignants qui ont participé à cette commémoration. Vous dire que contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, vous n'êtes pas dans un monde sur lequel vous n'auriez aucune prise, mais bien au début d'une histoire dont l'écriture vous appartient. À vous de vous en saisir collectivement, et j'insiste sur ce mot collectivement, à vous de poursuivre votre démarche pour continuer à penser par vous-même, résister, inventer et donc à exister. En effet, l'important n'est pas ce que l'on fait dans sa vie, mais bien ce que l'on fait de sa vie. Je vous remercie. Merci à tous d'être venus aussi nombreux et je vous invite maintenant à prendre le verre de l'amitié dans la salle du conseil, exceptionnellement, puisque les locaux étant un peu exigus, nous avons pris la salle du conseil pour faire l'apéritif, mais je pense que vous ne vous en plaindrez pas. Bonne journée à tous.